c'est actuellement en fait un ensemble immobilier de 85 logements et de logements sociaux et qui à l'origine est une barre en fait d'immeubles R+4 d'une centaine de logements sociaux, 105 logements sociaux à l'origine, qui est situé au nord de la commune de Montfermeil, implanté au sein de la cité des Bosquets et qui donc a été construite en 1960 et requalifiée en 2007. Préalablement sa requalification, cette opération en fait est intégrée dans le périmètre d'un programme de rénovation urbaine, le quartier du plateau de Clichy-Montfermeil, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, l'un des et sans doute le plus grand PRU en fait mis en place par une convention signée avec l'ANRU en 2004 et voilà, et donc en fait, cette opération de réhabilitation et de résidentialisation a impulsé en fait une dynamique de projet dans le secteur. C'est l'une des premières à avoir été en fait réhabilitée dans la cité des Bosquets. Voilà, et cette opération en fait commandée par Lopivoix, qui était le bailleur gestionnaire de cette opération à l'époque, en 2007, donc enfin à partir de 2005, a lancé donc une consultation et a missionné en fait Alexandre Éléphant, architecte, qui a donc piloté en mission complète cette opération qui s'est effectuée en deux phases. Il y a eu d'abord une phase de réhabilitation suivie d'une phase de résidentialisation de l'opération et qui a donc veillé à une réelle qualité dans la mise en œuvre sur le chantier et de mise en œuvre de cette opération, et qui a eu aussi une lecture attentive de l'existant. Alors, c'est effectivement en 2011 que le CE 93 repère cette opération par l'intermédiaire d'un palmarès départemental qui s'intitulait Les clés de l'habitat durable, où en fait cette opération avait été présentée et donc on l'a repérée et on a en fait effectué ensuite une analyse voilà, qui a été publiée sur le site de l'Observatoire. Donc la démarche aujourd'hui, pourquoi se réinterroger sur cette opération? En fait, on se propose en fait de réinterroger la durabilité des vêtures, en fait, de ces façades qui ont été réhabilitées par une isolation thermique par l'extérieur et de justement questionner, réinterroger la pérennité de ces matériaux de revêtement. Il faut savoir que donc en fait c'est une opération qui est, enfin, ces matériaux étaient à l'époque peu écologiques, souvent à base de matières polymères et donc en fait voilà, c'est comment on se pose la question de voilà ce type de comment on vieillit en fait ces panneaux en fait de revêtement. Est-ce qu'il faut les conserver? Et si oui, voilà, comment? Et puis sinon, comment on doit en fait penser éventuellement le recyclage ou le réemploi de ces matériaux aujourd'hui? Donc en fait, ce travail un peu de rétrospective, comme ça, de revisiter l'opération, de re-questionner la pérennité des matériaux, c'est aussi une manière de se replonger dans un contexte et dans des enjeux d'une période de la réhabilitation. On va dire que c'était il y a 15 ans, où on commençait où en fait on a beaucoup démoli, on a beaucoup reconstruit de bâtiments des années 60, mais aussi c'est une période où la réhabilitation s'est beaucoup accélérée et donc le vocable réqualification en fait s'est substitué à celui de réhabilitation parce que certaines de ces opérations en fait s'étendaient jusqu'à la requalification des espaces extérieurs. Il ne s'agissait pas uniquement de remise à niveau de techniques de bâtiments d'une simple isolation thermique. Bien souvent, on traitait les espaces extérieurs et aussi on commençait à porter vraiment attention aux valeurs, aux qualités patrimoniales de ces édifices réalisés voilà, sous les dogmes de la charte d'Athènes, etc. Donc voilà, donc on a choisi de recontacter l'architecte de l'opération de qualification, qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté
de nous réaccompagner pour revisiter l'opération et de venir aujourd'hui répondre à nos questions. Donc, de refaire cet exercice avec nous en direct, ici, avec vous. Voilà. Et donc, en fait, je vais juste rappeler, moi, je vais juste présenter voilà, un petit peu vous donner quelques repères, en fait, historiques sur l'opération. Donc, en fait, la frise chronologique, elle nous permet de voir que la période très courte de requalification de cette opération a été une période très déterminante pour la longévité de cette résidence, qui en fait avait déjà, voilà, entre 1960 et 2004, 40 ans d'existence, et qui a été prolongée donc de 25 ans, encore plus même aujourd'hui. Et donc, l'architecte qui a été missionné sur une mission complète sur cette opération a coordonné en fait ces deux phases, la résidentialisation, la réhabilitation, puis la résidentialisation. Voilà. Et donc, le premier bailleur qui était SAHLM Henri Park, pardon, excusez-moi, en fait, a été racheté par l'OPIVOI, qui était l'Office départemental du Val-de-Marne et de l'Essonne et des Yvelines. Et ensuite, voilà, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette barre de logement, en fait, elle a connu plusieurs gestionnaires et donc, voilà, plusieurs phases dans sa vie, on va dire. Et plusieurs événements, en fait, ont été déterminants avant la période de travaux de requalification. Je vais revenir là-dessus. Ah oui, il faut changer. Donc, c'est comme ça. Ouais, super. Donc, voilà. Donc, pour vous rappeler, là, pour vous apporter quelques informations sur la cité des Bosquets, pour se remettre en mémoire un petit peu tout ce qui s'est passé, en fait, sur ce territoire, sur ce quartier. Donc, c'est une utopie moderne, hein, la cité des Bosquets, qui a été construite par l'État pour répondre à l'afflux de population dans la région parisienne au début des années 60. Elle est implantée en fait sur un grand plateau rural, non totalement voilà, en bordure de forêt, sur 2 communes et 1500 logements répartis dans essentiellement des bars en fait de 4, 7, 10 étages. Sa particularité, c'est que bon, d'une part, c'est un ensemble en fait qui est d'une qualité spatiale avec un véritable confort moderne dans les logements, dessiné sur les plans de Bernard Zerfus et de Christian Autin. Et donc, c'est un ensemble de grande qualité et qui, en plus, c'est une résidence de riches, on va dire entre guillemets, puisque c'est un parc de copropriétaires. Et l'immeuble, en fait, la résidence Paul Langevin, est le seul immeuble de logement social dans cette cité à l'origine. Il est en fait à l'extrémité sud du quartier, face sud, tourné vers un groupe scolaire qu'on ne voit pas ici sur la photo, qui est situé vraiment à l'extrémité sur votre droite. Donc en fait, donc il est intégré dans cette cité. On propose ici aux habitants de venir vivre sur ce plateau dans un cadre naturel, mais en le reliant à un projet d'autoroute. Voilà, il y a un projet d'autoroute. Et puis, ce qui va se passer, c'est que en fait, ce projet d'autoroute va être abandonné. Et donc, le projet d'autoroute A87 est abandonné. Des difficultés, des endettements s'accumulent dans les copropriétés. Et finalement, une paupérisation s'installe sur ce quartier. Ensuite, on assiste en fait à la mise en place des procédures de la politique de la ville. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait, voilà, il y a tout un travail en fait de clarification et d'acquisition du foncier qui va être entrepris par différents bailleurs sociaux pour en fait redéfinir, redécouper le quartier, hein, transformer les copropriétés dégradées en des logements sociaux, voilà. Et donc tout ça va arriver à la formulation en fait d'un plan guide, d'un programme en fait urbain de requalification de ce quartier. Un concours en fait lancé par la ville de Montfermeil va désigner en fait une équipe lauréate et parmi cette équipe lauréate il y avait donc l'architecte Alexandre Éléphant ici présent qui avait déjà en fait donc qui a été missionné pour
réfléchir en fait à la requalification urbaine de ce quartier. L'état en fait de l'immeuble. Donc en fait vous avez, pardon, excusez-moi, sur la gauche vous avez ce projet, en fait, le plan en fait de requalification urbaine de ce quartier, où figure en fait en encadré rouge toutes les démolitions qui sont programmées. En rose, ce sont les bâtiments qui sont réhabilités. Et ensuite, en bleu, les constructions neuves. Et pour finir, en noir, les bâtiments, les équipements conservés. Donc, en fait, il y a pas mal de. Effectivement, on démolit beaucoup, on reconstruit beaucoup dans ce quartier. Je vous redonnerai les chiffres plus tard, mais grosso modo, on en démolit grosso modo la moitié. Voilà. Mais par contre, voilà, on réhabilite et on résidentialise. Alors, il faut savoir que ce quartier aujourd'hui, il est desservi par un tramway depuis 2009. Il faut aller le visiter, il faut retourner, il faut absolument apprendre il faut en tirer des enseignements, je pense, pour pouvoir ensuite développer d'autres postures en fait d'architectes sur ces quartiers-là. L'immeuble, en fait, avant travaux, il souffre d'une désorganisation des espaces extérieurs et d'une dégradation générale du bâti. Il y a des problèmes d'étanchéité, il y a des problèmes d'humidité à l'intérieur de l'immeuble. Notamment, il y a entre les cloisons, entre la cuisine et les salles de bain, de l'eau en fait qui s'est accumulée, d'une part. Ensuite, les problèmes d'étanchéité au niveau des menuiseries, parce que en fait, ce sont des menuiseries bois à simple vitrage et qui n'assurent pas donc voilà le confort nécessaire. Et puis, d'autre part, il y a une problématique en fait de vandalisme et de squat liés aux balcons qui sont au rez-de-chaussée et qui sont justement sur la partie isolée au sud, tournée vers le groupe scolaire. Donc voilà, l'OPIVOI en 2005 lance une consultation et va en fait nommer l'agence d'architectes qui est armée donc d'une bonne expérience dans la réhabilitation et qui a une très bonne connaissance du terrain. Cet architecte propose en fait je me trompe. Voilà, cet architecte propose en fait une démolition partielle de l'îlot, de la barre de logement, tout en conservant et tout ça en milieu occupé, hein, donc, en conservant totalement évidemment l'occupation dans les logements et les structures intérieures de l'immeuble. Et pourquoi pour implanter une nouvelle voirie publique en fait autour de l'immeuble et pour désenclaver l'îlot. Voilà, on est donc on démolit 20 logements dans la partie médiane donc de la barre et en fait la façade sud devient urbaine puisqu'elle est bordée par une nouvelle rue et sur la façade nord on maintient les accès au nord, en fait on rajoute des halls en fait et voilà, et on résidentialise l'ensemble. Donc l'ensemble immobilier en fait aujourd'hui est constitué de 2 immeubles. Le retour d'expérience qu'on peut faire, je vais passer rapidement. Donc ici, voilà, vous voyez, je termine sur, donc effectivement, à l'intérieur des logements, on va aussi modifier tous les équipements sanitaires des cuisines et des salles de bain. Donc on rajoute des halls avec un local d'ordures ménagères à l'entrée de chaque cage d'escalier et à l'intérieur, on modifie voilà, les blocs sanitaires. Les façades, je termine là-dessus. Je laisserai la parole ensuite à Monsieur Éléphant. Donc les façades, en fait, elles ont été isolées par un système de bardage en panneaux de résine et par un isolant de type panolène pour l'habillage en fait des tableaux et pour l'encadrement des fenêtres. Les parties filantes des nez de plancher ont été isolées par une laine minérale semi-rigide protégée par un capitonnage en aluminium thermolaqué. En partie courante, donc, ce sont des panneaux fondeur max stratifiés et en partie basse, des briques de béton, un matériau épais qui va ancrer le bâtiment en fait dans le sol, qui ancre le bâtiment dans le sol et qui marque une rupture avec les 4 niveaux. Les menuiseries en bois ont été remplacées par des fenêtres PVC blanches et les balcons sont semi-occultés. On crée donc des halls, ça je vous l'ai déjà dit, et en fait,
ce que je voulais là vous faire, voilà, sur quoi je veux insister, c'est que l'architecte en fait a choisi réellement de rehausser en fait les traits majeurs de la façade d'origine qui avait été dessinée par Bernard Zerfus. Il a travaillé également, notamment avec une coloriste pour l'agencement des matériaux, pour travailler en fait ici de trouver un jeu de contraste entre les matières et les couleurs. Voilà, pour accentuer, voilà, pour la. Et donc, le retour d'expérience que nous faisons aujourd'hui, en étant, on a été tous les deux présents sur site, et ce qu'on a constaté en fait, c'est que d'une part, nous avons été agréablement surpris par enfin, moi en tout cas, mais Alexandre moins que moi, il était plus sûr de lui que moi, mais voilà, par la bonne tenue en fait des panneaux stratifiés qui ont conservé leur aspect en fait, leur coloris. Et il n'y a pas de décalage entre il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de décalage entre les éléments. On a néanmoins constaté quelques salissures en fait sur les panneaux, notamment les panneaux blancs, parce que en fait il y a eu une démolition récente d'une tour qui a généré à proximité beaucoup de poussière. Donc ce bâtiment mériterait un ravalement. Et nous avons noté aussi les épauffrures des nez de dalles de béton qui datent des années 60 et qui n'ont pas été en fait retouchées en fait au moment de cette réhabilitation. Voilà. Et donc la mini-enquête qu'on a montée auprès du gestionnaire nous a confirmé en fait ce que l'on avait donc, constaté. Ils ont un avis très satisfaisant sur la pérennité de ces bâtiments et, ils nous ont communiqué en fait l'étiquette DPE de cette opération. Donc c'est une opération qui est voilà plutôt moyennement dont les performances énergétiques sont moyennement correctes et qui est moyennement polluant. Donc bravo en tout cas pour l'architecte qui a visité ce bâtiment qui a 25 ans aujourd'hui. Oui. Pardon. Pile. Donc je passe la parole à Monsieur Alexandre Éléphant, à qui je pose 3 questions. La première, c'est pouvez-vous nous rappeler les objectifs qui avaient été fixés pour la rénovation thermique de cette enveloppe et quelle a été votre posture à l'époque? La deuxième question, c'est pouvez-vous nous expliquer le choix des matériaux et est-ce que ces matériaux, vous les aviez expérimentés en amont de cette réhabilitation ou est-ce que c'était la première fois que vous expérimentiez sur ce chantier? Et quel est le résultat? Enfin, le résultat aujourd'hui, vous semble-t-il satisfaisant? Et ensuite, j'espère qu'on pourra terminer là-dessus, c'est quel est votre avis? Comment on doit adapter cette résidence au climat, au changement climatique et notamment au confort d'été? Voilà, donc vous avez 10 minutes, c'est ça, pour un petit peu plus, pour faire ce dur exercice. Merci de réponse. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Je suis surpris de voir à quel point les préoccupations changent sur la durée. C'est intéressant qu'on ait ce retour. Pardon, excusez-moi. Oui, je suis frappé en entendant la conversation, puis en regardant ce que sont les thèmes aujourd'hui qui sont débattus, de voir à quel point les centres d'intérêt peuvent varier sur la durée. Je fais de la réhabilitation depuis presque 40 ans et je vois à quel point ce qui fait l'objet et ce qui focalise l'intérêt des acteurs, en fait, change. Et du coup, je pense que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes dans ce que je vais dire, mais peut-être que ça peut être utile de rappeler d'où on part et quelles sont les considérations qu'il faut partir. Alors, je vais faire quelques détours. Je vais essayer d'être rapide. Le maître d'ouvrage a engagé cette réhabilitation sur la base d'un programme extrêmement sommaire. Le principe d'une réhabilitation, c'est qu'on fait un diagnostic en amont et on essaie d'évaluer les qualités du bâtiment qui méritent d'être valorisées et les défauts qui méritent d'être corrigés. Et donc, tout ça, ça doit s'inscrire dans une cohérence. C'est là que le travail de l'architecte peut être fin et la phase de diagnostic est absolument déterminante. Comme on dit maintenant, gigot, garbage in, garbage out. Si on part avec de mauvaises données, pardon, donc la question du diagnostic est absolument essentielle, mais ça veut dire qu'il faut se donner les moyens d'aller au fond des choses. Ça,
c'est à contrebalancer avec le fait qu'on n'est pas dans un programme de neuf, c'est-à-dire qu'on intervient, comme ça a été dit, sur un bâtiment existant, avec des gens qui habitent là et des gens qui ont des attentes. Et ça veut dire que quand bien même le diagnostic technique que nous pouvons faire, technique, architectural, tout ce qu'on veut, peut être pertinent à l'échelon institutionnel, quand il s'agit de parler avec les gens, et ben surtout dans le cadre de l'IPARC, je vais y revenir, ont des attentes extrêmement fortes. Or, l'IPARC, c'est une SAHLM qui était dégradée, en banqueroute. Et c'est pour ça qu'elle a été rachetée, j'exagère peut-être, en difficulté financière. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été rachetée par le Pivois. Le Pivois qui n'est pas implanté sur le site, donc a pris ça parce que, dans le cadre d'accords à des niveaux ministériels, a dit OK, on prend notre part du fardeau. Et donc, on a récupéré ce patrimoine qui, vous avez vu les photos, était très dégradé, beaucoup de squats, qui faisait fuir. Donc, les attentes des habitants qui étaient là étaient extrêmement fortes et extrêmement longues. Et vous savez comment ça se passe. On dit, ah oui, oui, rassurez-vous, on va faire une réhabilitation, on va s'occuper de vous. Et puis, ça veut dire qu'en fait, on ne fait rien pendant ce temps-là, parce que ce sera toujours la réhabilitation. Mais lorsque la réhabilitation arrive, les gens demandent des comptes. Ils disent, oui, alors attendez, vous m'aviez promis ci, ça et ça. La question essentielle pour moi, en parallèle du diagnostic, c'est d'expliquer que le projet, il est financé par les augmentations de loyer. Encore aujourd'hui, les gens payent sur les loyers augmentés les honoraires que j'ai encaissés il y a 15 ans. Donc il faut pas se tromper. Quand on fait un programme de réhabilitation, on va dire mais ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire plus. Les habitants qui ont été consultés à la fin de la réhabilitation, on leur a demandé leur avis. Ils ont dit très majoritairement qu'ils étaient satisfaits, mais il y en avait quand même qui n'étaient pas satisfaits. Moi, j'étais un peu troublé, j'aurais bien aimé, je voulais quand même savoir qu'est-ce qui leur plaisait pas. En fait, simplement, il n'y en avait pas assez. C'était juste pas dit dans l'enquête. Ils voulaient effectivement la réhabilitation. Mais on est coincé, on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume, le marteau du budget et l'enclume de attendez, puis en plus, il faut faire une photo, il faut faire l'architecte, il faut faire un truc pas mal, puis il faut que ça tienne. Il ne s'agit pas de dire on fait juste pour la réception, on a un truc qui est pas mal, puis après nous le déluge. Donc en fait, voilà, la réhabilitation, c'est quand même un truc un peu particulier qui nécessite un certain type d'engagement. Quand en plus, on est dans un cadre comme celui qui vient d'être évoqué, Zerfus, un Grand Prix de Rome, qui suis moi pour intervenir sur l'œuvre d'un Grand Prix de Rome. Je dois quand même me poser quelques questions. Il se trouve que dans le domaine de la réhabilitation, il n'est pas rare que des maîtres d'ouvrage disent ça, je l'ai confié à mon bureau d'études, il n'y a pas besoin d'architecte pour faire ça. Je ne sais pas si certains ici l'ont déjà entendu. C'est extrêmement courant. Peut-être que ça a vocation à évoluer maintenant, que les mentalités ont vocation à évoluer. Mais pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, on a commencé par confier l'entretien des bâtiments à des études, à des ingénieurs, des techniciens. Et puis, de loin en loin, on s'est mis à faire de la réhabilitation par geste. On a juste changé des fenêtres. Alors, changer des fenêtres, il n'y a pas besoin d'architecte pour ça, etc. Mais en fait, c'est une espèce de lente dégradation, en quelque sorte, des choses. Et puis, en fait, peu à peu, sans revenir au grand débat entre les beaux-arts et les ponts, pour savoir si c'est les architectes ou si c'est les ingénieurs qui doivent avoir la main sur le projet, je veux dire, on peut quand même dire qu'il y a quand même une culture de non à l'architecte dans un certain nombre de structures dirigées par des gens qui ont une culture d'ingénieur. De dire, moi, c'est ce que j'ai perçu, il y a quand même des gens qui n'aiment pas les architectes. Peut-être ont-ils de bonnes raisons, mais il faudrait se poser la question. Alors, je m'égare un peu. Non, mais bon, tout ça pour dire que, en fait, le maître d'ouvrage nous a confié un programme où il n'y avait pas de programme d'isolation. Il faut savoir que j'avais un passé d'architecte ayant fait beaucoup de réhabilitation, donc j'étais connu de la ville de Montfermeil, j'avais réhabilité un bâtiment dont ils étaient très satisfaits, ils m'avaient confié une autre opération. L'Opivois, par ailleurs, tout à fait par hasard, j'étais un prestataire pour eux, et j'avais fait de la réhabilitation pour eux dans les Yvelines. Il se trouve que, devenant propriétaire ici et ne connaissant pas le site, mais sachant que moi-même j'étais déjà dans l'une des équipes lauréates du grand projet urbain dans les années 90, puis après architecte sur place, à considérer que ce n'était pas forcément une bête idée de me confier cette opération. Juste pour l'anecdote, pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'ils m'ont confié le programme, avec l'appui de l'urbaniste Michel Ricard, qui disait il faut quand même requalifier le quartier, donc il faut quand même faire de l'isolation, c'est bien. Un des responsables de la maîtrise d'ouvrage me voir en me disant Monsieur Éléphant, vous vous y connaissez, vous, un peu en développement durable, parce que vous savez, nous, à Le Pivois, on est très attachés au développement durable. Eux qui m'avaient cassé tous mes projets quand j'avais cherché à leur faire de l'isolation par l'extérieur, par exemple, parce que le directeur de la maîtrise d'ouvrage était, à titre personnel, fondamentalement hostile à l'isolation par l'extérieur. Pour des raisons idéologiques, sans doute, mais c'est pour ça qu'il avait le pouvoir.
Et donc, en fait, il a fallu, pour en faire chez lui, il a fallu que je me batte. Il reste 5 minutes, je vais essayer d'être court. C'est juste pour dire que, en fait, le climat à l'époque n'était pas spécialement favorable à un traitement de choses comme ça. C'est pas très loin, et pourtant, les mentalités ont beaucoup changé. Et donc, je suis parti sur ce programme. C'est moi qui ai fait le travail de pédagogie vis-à-vis du maître d'ouvrage pour lui expliquer l'intérêt qu'il avait, lui, à investir dans l'isolation par l'extérieur. Ça lui permettait, double effet, assurer la pérennité de son ouvrage, d'apporter un monde aujourd'hui, mais enfin, il fallait quand même lui expliquer. Lui, il voulait faire qu'un simple badigeon. Que ça apportait du confort aux locataires, ce qui n'est quand même pas complètement idiot, sachant que quand vous avez 3 enfants dans une chambre, dans un logement suroccupé, le matin, les murs ruissellent de condensation quand on est dans une passoire thermique. Donc ça a quand même du sens, et ça veut dire que quand les gens mettent un coup de peinture dans leur chambre ou dans leur salle de bain, je veux dire, au moins elle tient un petit peu, elle n'est pas tout de suite couverte de moisissures et de champignons. Donc il y a des effets comme ça qui sont intéressants. Et en plus, bon, ça veut dire qu'en plus ça génère des économies d'énergie qui vont en fait se défalquer directement sur les consommations énergétiques payées par les locataires. Donc, il semblait que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Il a fallu que moi, personnellement, je fasse de la pédagogie auprès de certains maîtres d'ouvrage pour leur expliquer le bien fondé d'une démarche de cette nature, parce qu'eux-mêmes n'en étaient pas convaincus. Donc, ayant réussi à faire valoir ce point de vue un certain nombre de fois, j'ai été en situation d'être désigné pour suivre un certain nombre d'opérations. Alors, il faut passer à la suite. La suivante, ouais. Bon, alors, oui. Est-ce que je... Comment ? Est-ce que je suis satisfait ? Est-ce que je suis satisfait ? Je ne suis pas satisfait de ne pas avoir vous dire un certain nombre de choses qui sont essentielles pour la compréhension de ce qui s'est passé dans le cadre de cette opération. Mais oui, je vois bien, ça revient à ma question. La préoccupation actuelle est effectivement sur les matériaux. Oui, je suis satisfait, c'est évident. Alors, je réponds à votre question. J'avais posé des panneaux de ce type sur une réhabilitation en 1991. J'avais 12 ans de recul sur des panneaux de ce truc, et les 10 panneaux, de toute façon, je ne les ai pas fabriqués, c'est-à-dire qu'ils étaient employés ailleurs, et il y avait, l'un de mes clients était à Puteaux, je passais par la Défense pour y aller, en prenant le RER, et je passais devant un bâtiment à la Défense qui était revêtu de panneaux de ce genre-là dans les années 80, et qui avait déjà 20 ans de recul, donc j'ai pu apprécier moi-même que ce type de panneau de résine est particulièrement résistant. On en a fait la preuve ici, donc il assure au moins ça. Alors, en analyse de cycle de vie, aujourd'hui, on va dire que c'est pas acceptable, je ne sais pas, il faut se poser la question. Moi, je dis, c'est quoi le bilan global d'un matériau de ce type? Je ne me suis pas posé la question, je ne sais même pas comment il est fabriqué. Je sais qu'il a des propriétés mécaniques de résistance, et en plus, le traitement est tel qu'il répond parfaitement à cet office-là. Comme il dit, il a été stable, il ne bouge pas, il ne se rétracte pas, il ne gonfle pas. Donc, bon, il répond pour moi à peu près tous les critères de ce que je peux attendre de quelque chose de ce genre. Donc, en fait, on a travaillé sur le calpinage, on a travaillé sur tous les détails. En fait, cette réhabilitation, on a eu pour souci, si vous voulez, de maîtriser de bout en bout le travail, et donc le défi architectural a consisté en fait à en faire le détail technique complet par avance. Le dossier d'appel d'offres aux entreprises contenait la totalité de tous les détails de tout ce qui est présenté ici. Pour 2 raisons. Premièrement, s'assurer que l'entreprise ne chiffre pas trop cher, quelle est la conviction, si vous voulez, en voyant les détails qu'elle aura à mettre en œuvre, qu'elle maîtrise parfaitement les éléments techniques qui sont contenus, qu'il n'y a pas de surprise, pas d'aléa. Pardon ? C'est pas important ? Oui, d'accord. Bah, tant pis. Hein. on va dire ce que. Bon, et donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on a une haute conscience de la manière dont c'est mis en œuvre et de la manière dont ça va vivre derrière. Effectivement, je peux vous confirmer que j'ai pas vu de défaut majeur. Alors ici, on voit les dalles de balcon. Alors les dalles de balcon, il y a 2 choses à en dire. La première, effectivement, c'est les dalles de balcon d'origine, c'est du béton extrêmement fin, donc avec des risques d'épaufrure, des risques de gonflement de béton ou autre. Donc ça a été traité à l'époque, 15 ans après. 15 ans après, ça mériterait d'être fait. Alors, l'un des effets un peu, je veux dire, secondaires et contre-intuitifs de la qualité de la réhabilitation, c'est que le maître d'ouvrage peut considérer aujourd'hui que c'est bien, il n'y a pas besoin de revaler. Non, au bout de 15 ans, une maçonnerie, il faut la ravaler. Alors, c'est pas parce qu'il y a très peu d'ouvrages en maçonnerie qui sont apparents qu'il ne faut pas le faire. Ça, on pourrait amener une nacelle et traiter les balcons un par un, ça serait très, très facile.
Alors, le confort d'été, ouais. Alors, le confort d'été, dans le programme initial, il y avait des volets roulants prévus à tous les étages, dans les façades. Vous voyez là. Et comme le premier appel d'offres a été infructueux, je vous renvoie à ma remarque du début. On a un budget limité pour faire tout ça. En fait, il a été décidé, malheureusement, de supprimer les volets roulants en étage, de ne garder qu'en rez-de-chaussée pour des raisons d'anti-effraction, mais il n'y en a pas dans les étages. Donc, on est exposé à du surchauffe en été. Avec surchauffe en été veut dire effectivement risque d'utilisation de climatiseurs individuels, donc augmentation des consommations électriques pour se rafraîchir. Ça, c'est un problème. Il se trouve que l'arbitrage a été fait comme ça. Juste pour le plan de l'arbitrage, les balcons, c'est des ailettes de refroidissement. En termes de rénovation thermique, c'est pas bon. Mais il se trouve que c'est quand même un élément de confort, de prolongement du logement absolument essentiel pour les gens qui habitaient déjà là. Donc venir les voir pour leur dire on va virer vos balcons parce qu'on va gagner comme ça de l'isolation thermique, c'est quelque chose de relativement difficile. Il y a un confort d'usage et donc le problème c'est tout est dans l'arbitrage. Les arbitrages sont difficiles. Et là, les volets roulants ont fait les frais. C'est la seule prestation significative qui a fait les frais de cet arbitrage financier au moment où il a fallu passer à l'acte. Voilà, on ne faisait pas l'opération. Alors, en revanche, dans la mesure où ça a été conçu comme ça à l'origine, on pourrait dire qu'on peut remplacer les châssis aujourd'hui existants pour les châssis à nouveau par des châssis intégrant des volets roulants, parce qu'en fait, le coffre de volets roulants serait déjà masqué par la façade. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez au rez-de-chaussée, ce que vous avez dans les étages, c'est exactement la même chose. Au rez-de-chaussée, vous avez des volets roulants. En étage, vous n'avez pas, vous ne faites pas la différence de l'extérieur. Donc en fait, rien n'interdirait, si on voulait, juste pour répondre, de retirer en fait les châssis sur des châssis type réhabilitation. En fait, posés sur les anciennes menuiseries, on pourrait les déposer pour les remplacer par des châssis qui intégrerait un volet roulant et ça marcherait très bien. Pour en profiter pour mettre des vitrages plus performants encore aujourd'hui. Ça, c'est une solution qui marcherait bien. Un grand merci, Alexandre Éléphant. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce récit. Nous, ça nous conforte vraiment dans l'idée de revenir sur des opérations comme ça, comprendre vraiment d'où l'on vient, où on va. Moi, j'ai quand même une petite question. Merci, et puis aussi pour la qualité de ce projet de réhabilitation, cette conservation de la composition. Moi, j'ai quand même une petite question. Reste avec nous 2 minutes à côté de moi. Je voulais savoir, parce que ou alors peut-être Justine l'a indiqué, mais je ne l'ai pas noté, quel était le matériau des allèges existants. Et si aujourd'hui, alors évidemment, le Prodema, on imagine, il y a une vingtaine d'années, c'était un matériau voilà, du domaine de l'innovation. Qu'est-ce que vous mettriez